Salut, ça va? Je m'appelle Maxime Gorski, je suis un nouvel interne de cardiologie et aujourd'hui je vous fais un topo sur quelque chose d'incontournable en cardiologie, l'électrocardiogramme. Donc rapidement, pourquoi s'embêter à travailler sérieusement l'ECG? Premièrement parce que ça tombe tout le temps et plusieurs fois chaque année. Je vous ai fait un petit tableau là pour voir le nombre de ECG qu'il y avait analysé à chaque ECN. Ensuite parce que ce sera utile pour vous, peu importe la spécialité que vous choisirez. Et enfin parce que c'est passionnant. Donc quelques points de physiologie, ce qu'il faut comprendre avant d'essayer d'apprendre. Le cœur est doté de trois types de cellules, certaines qui sont dotées d'automatismes pour créer un influx électrique, d'autres qui vont conduire cet influx pour atteindre les cellules contractiles qui vont se contracter à la réception. Quand tout ça fonctionne correctement, les cavités cardiaques se contractent correctement pour être hémodynamiquement efficaces. Ici, on a un schéma des voies de conduction intracardiaque. Donc ça commence au niveau du nœud sinusal dans l'oreillette droite, une transmission de proche en proche jusqu'au nœud auriculo-ventriculaire. Ensuite, on arrive sur le tronc du faisceau de His, les deux branches, gauche et droite, et le réseau de Purkinje. Nous, ce qu'on enregistre, c'est ce qu'on a comme signal électrique à la surface. C'est le signal bien des cellules contractiles et pas de ces faisceaux de conduction. Donc ce schéma, vous le connaissez. La chose sur laquelle j'insiste, c'est comment on va nommer les différentes déflexions du QRS. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'onde Q, c'est la première onde négative, l'onde R, la première onde positive, et l'onde S, l'éventuelle seconde autre onde négative. Ce schéma, il est majeur. Il va falloir le retenir et savoir le retracer. Sur ce schéma, en fait, on va pouvoir placer différents vecteurs qu'on retrouvera sur la lecture d'un ECG. Donc on a les trois vecteurs des électrodes bipolaires, D1, D2, D3, et les trois vecteurs des électrodes unipolaires, VL, VR, VF. Gardez-le bien en tête, on s'en servira tout à l'heure. Donc on va commencer par l'ECG normal et la méthode de lecture pour être systématique et rien oublier. Si je peux vous donner un conseil quand vous travaillez l'ECG, c'est de vous imprimer un tracé normal pour le garder à l'œil et à chaque fois comparer avec le tracé anormal pour repérer les anomalies. Donc face à un ECG, la première chose qu'on va chercher à savoir, c'est si le rythme est sinusal. Pour déterminer ça, plusieurs critères. Toutes les ondes P sont suivies d'un complexe QRS, tous les QRS sont précédés d'une onde P, l'onde P est positive en D2 et la fréquence est comprise entre 60 et 100 par minute. Comment on voit ça? Ici donc, chaque onde P a son QRS, l'onde P est positive en D2, et pour la fréquence, on prend 300 divisé par le nombre de grands carreaux entre deux ondes R, on obtient ici 60 battements par minute, qui est donc dans la normale. Ensuite, on regarde si le rythme est régulier. Vous regardez chaque QRS. Ici, visuellement, on peut voir qu'ils sont réguliers. S'il y a besoin, vous tracez sur une feuille les petites pointes de QRS pour vérifier que c'est bien régulier. Deuxième étape, est-ce que l'axe du cœur électrique est normal? Pour ça, il y a plusieurs méthodes. Celle que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est celle qui m'a semblé la plus simple. On va devoir utiliser ce fameux schéma, le triaxe de Bailey. On va commencer par repérer sur le tracé le QRS qui est le plus isodiaphasique, c'est-à-dire qui est autant positif que négatif. On repère ici qu'il est dans la dérivation VL. On trace sur notre triaxe et on va prendre la perpendiculaire à ce vecteur, ici le tracé rouge, et on va ensuite aller voir sur le CG dans quelle dérivation le QRS est positif, si c'est de tel ou de tel côté du tracé rouge. Ici, vous voyez que c'est en D2 qu'il est positif, il est négatif en AVR. Notre axe est donc, selon le vecteur D2, à 60 degrés, ce qui est un axe normal. Retenez pour le CN qu'un axe normal, il est situé entre VL à moins 30 degrés et VF à plus 60 degrés. On arrive ensuite aux troubles de la conduction. Pour le CN, on va se focaliser sur deux parties de la conduction. La conduction atrio-ventriculaire, donc entre les oreillettes et les ventricules. Pour ça, on mesure l'espace PR, comme ceci, du début de l'onde P au début du QRS, qui doit être compris entre 120 et 200 millisecondes. Ensuite, la conduction interventriculaire, entre le VG et le VD. On mesure la largeur des QRS, qui doit être inférieure à 120 millisecondes. Si ça ne rentre pas dans ces critères, ce sera donc pathologique, c'est ce qu'on verra dans une seconde partie. Ensuite, on vérifie l'absence de troubles de rythme. Donc en ayant vérifié tout à l'heure que le rythme était sinusal, on a fait le plus gros du travail. On peut aussi vérifier l'absence d'extrasystole, qu'elle soit supraventriculaire ou ventriculaire. Pareil, on va voir les ECG pathologiques dans un second temps. Enfin, on part à la recherche d'éventuels troubles de la repolarisation. Pour ça, et encore une fois pour le CN, trois choses à traquer. Le point J,
que j'ai montré ici par une flèche, qui ne doit pas être surélevé, le segment ST, qu'on visualise ici, qui doit être bien isoélectrique, ni sus-décalé, ni sous-décalé, et enfin les ondes T, qui doivent être de la même polarité que les QRS dont elles précèdent. Attention à bien vérifier toutes les dérivations. Maintenant que vous savez décrire un électrocardiogramme normal, on va pouvoir voir les principales pathologies tombables à l'ECN. Volontairement, je ne fais pas un catalogue de tout ce qu'il y a à savoir, je m'attarde sur les troubles les plus compliqués à comprendre. Et donc on commence par les troubles de la conduction. Donc pour ça, je vous ai remis le schéma que j'avais déjà montré, avec les voies de la conduction intracardiaque. Un trouble de conduction, c'est quand sur un endroit de ces voies, ça va bloquer. Ça peut bloquer à différents endroits. Ça peut bloquer par exemple au niveau d'une sinusale, ça engendrera comme conséquence une dysfonction sinusale ou un bloc sino-atrial. Ça peut bloquer au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, ça provoquera les blocs auriculo-ventriculaires. Et enfin, si ça bloque au niveau des branches du faisceau de His, ça donnera des blocs de branches. Ce qui est important à comprendre, c'est que quand ça bloque à un niveau qui est haut dans la conduction cardiaque, les cellules en aval vont prendre le relais de l'automatisme pour conserver une activité cardiaque. On parle de rythme d'échappement. Comment on le repère et qu'est-ce qu'il faut savoir repérer par rapport à ce rythme d'échappement, c'est que plus cet automatisme va être bas situé dans les voies de conduction, plus il sera lent et plus les QRS seront larges. On va commencer par les blocs atrioventriculaires, les plus compliqués à comprendre la plupart du temps. Ici, vous avez un schéma de la conduction normale. Ça va des atriums au ventricule en ligne droite. Le BAV1, la conduction va se faire, mais plus lentement. Qu'est-ce qu'on constate sur l'électrocardiogramme? Tous les ondes P sont bien conduites, mais l'espace PR, la conduction auriculo-ventriculaire, est plus lente. L'espace PR va être mesuré supérieur à 200 millisecondes. C'est le critère à retenir. Dans le BAV de type 2, certaines ondes P ne seront pas conduites. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. On s'attarde dessus juste après. Enfin, le BAV3, le blocage est complet, aucune onde P n'est conduite. On peut voir sur ce tracé que les ondes P avec les flèches bleues sont régulières entre elles et les QRS sont réguliers entre eux mais sans lien mathématique avec les ondes P. Les QRS ne proviennent pas d'une conduction des ondes P, on parle donc de dissociation auriculo-ventriculaire. C'est majeur à comprendre. Et ce tracé est tombé aux ECN 2016, pour vous donner un exemple. Les BAV de type 2 se séparent encore en plusieurs catégories. On va parler de MOBITS 1. MOBITS 1 et MOBITS 2 ont en commun qu'une seule onde P ne sera bloquée qu'à la fois. Dans le MOBITS 1, on voit que la conduction passe, progressivement passe de moins en moins bien, puis l'onde P est bloquée. Sur le CG, on a un espace PR qui va s'allonger jusqu'à une onde P bloquée, donc non suivie d'un QRS, puis la reprise d'une conduction normale, etc. Le MOBITS 2, toujours une seule onde P bloquée à la fois, sauf que cette fois-ci, l'espace PR ne va pas varier. Une onde P sera bloquée après une reprise de conduction normale. Maintenant, le BAV de type 2 pour 1, qui est un petit peu particulier, parce qu'on ne peut pas le classer en MOBITS 1 ou MOBITS 2, tout simplement parce qu'on alterne une onde P bloquée, une onde P qui passe, comme vous pouvez voir sur ce tracé. On ne peut pas donc savoir si l'espace PR va s'allonger avant que l'onde P soit bloquée. Enfin, le BAV de type 2 dit de haut degré. Pourquoi de haut degré? Parce que plusieurs ondes P sont bloquées à la fois. Ça passe, puis ça ne passe plus, ça ne passe plus, ça ne passe toujours pas, puis ça repasse. Ici, c'est l'exemple d'un BAV de type 3 pour 1 qui est tombé aux ECN 2017. Les blocs de branche maintenant. Pour rester simple et efficace face à un ECG de bloc de branche à l'ECN, voilà ce qu'il faut retenir. Définition d'un bloc de branche, les QRS sont supérieurs à 120 millisecondes. QRS, vous vous rappelez, la conduction interventriculaire, une des deux branches qui va dépolariser un ventricule est bloquée, donc ce ventricule en question va avoir du retard par rapport au deuxième ventricule. Ici un exemple de bloc de branche gauche, le QRS est supérieur à 120 millisecondes, on est face à un bloc de branche. Ensuite on regarde en V1 et en V6, les deux dérivations utiles ici pour caractériser la branche atteinte. En V1, on a un aspect QS, c'est-à-dire uniquement négatif, et en V6, un aspect d'onde R exclusive. Quand on compare ça à un bloc de branche droit, on a toujours
un QRS supérieur à 120 millisecondes, la définition du bloc de branche, sauf que cette fois-ci, retenez bien cet aspect de RSR' en V1 caractéristique, ici pour le bloc de branche droit. Donc vous voyez, pour les blocs de branche, l'astuce, après avoir vérifié la durée du QRS, c'est les dérivations V1 et V6. On a donc vu les principaux troubles de la conduction, on passe maintenant aux troubles du rythme, qu'on va séparer en troubles du rythme supraventriculaire, si c'est en amont du tronc du faisceau de His, ou des troubles du rythme ventriculaire. Troubles de rythme supraventriculaire, il y en a deux principaux à connaître pour le CN. La fibrillation atriale, la plus fréquente, le plus tombable. On constate ici une tachycardie à QRS fin, irrégulier, et même irrégulièrement irrégulier. Il n'y a aucune règle mathématique qui explique les QRS. On a un espace RR qui n'est jamais le même. On peut voir l'onde P qui a disparu et qui est remplacée par une trémulation de la ligne de base à plus ou moins grande maille. Je vous renvoie à un topo qui a déjà été fait sur la fibrillation atriale. Je vous cite juste les deux pièges classiques face à ce genre d'électro. Une FA avec un bloc de branche donnera donc des QRS larges, et une FA avec un BAV3, rappelez-vous, BAV3 dissociation auriculo-ventriculaire, on aura donc des QRS réguliers, car ce seront des QRS d'un rythme d'échappement. L'autre à savoir, un peu moins fréquent, du moins à l'ECN, le flotteur atrial. Cette fois-ci, on peut avoir pas forcément une conduction qui va être régulière, donc avec des espaces RR réguliers, là c'est pas forcément le cas. Ce qui est important à repérer, l'activité sinusale va être dite en dents de scie, comme vous pouvez le voir ici sur cet électrocardiogramme. Les troubles du rythme ventriculaire maintenant, comment on les repère pour aller vite face à un ECG? Les QRS seront larges. Rappelez-vous l'adage, toute tachycardie à QRS large est une tachycardie ventriculaire jusqu'à preuve du contraire. Il y a bien sûr des critères plus fins pour pouvoir définir l'ATV, mais restez simple pour le CN. Ce genre de tachycardie à QRS large, tachycardie ventriculaire. On parle de TV à partir de 3 complexes QRS et elle sera soutenue à partir de 30 secondes. La suite, si ça dégénère, c'est la fibrillation ventriculaire. Maintenant, les QRS n'ont plus de morphologie adéquate, on a juste cette trémulation à large maille, c'est de la fibrillation. L'urgence ici est d'administrer un choc électrique externe pour revenir à un rythme hémodynamiquement efficace. Enfin, dernier point, les extrasystoles, qui peuvent être également supraventriculaires ou ventriculaires. Je vous ai mis deux exemples ici. Une extrasystole atriale, qui naît donc dans l'oreillette, une onde P normale suivie par un QRS, une onde P', qui va être prématurée, de morphologie différente, comme vous pouvez voir ici le trait rouge, mais avec une conduction par un QRS habituel, suivi par un repos compensateur, à cause de cette prématurité, puis le retour à une onde P sinusale. Ici un exemple d'extrasystole ventriculaire, facile à repérer, un QRS qui n'a pas la même morphologie que les autres car il est né beaucoup plus loin sur les voies de la conduction. Le plus compliqué pour les extrasystoles, c'est les définir. Bigéminées ou trigéminées, c'est combien de fois tous les battements normaux elles apparaissent. En doublé ou en triplé, c'est combien d'extrasystoles j'ai avant d'avoir un battement normal. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Un petit récapitulatif des différents points à regarder sur un électrocardiogramme. Est-ce que le rythme est sinusal et régulier? Quel est l'axe électrique du cœur de mon patient? La conduction, atrioventriculaire et interventriculaire. Y a-t-il un trouble du rythme, supraventriculaire ou ventriculaire? Et enfin la repolarisation. Avec ces points-là, vous pouvez dépister les principales pathologies tombables sur un ECG à l'ECN. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas que la clé pour progresser en électrocardiogramme, c'est d'en lire le plus possible. Dès que vous avez l'occasion, en stage, c'est le top, sur CIDES, en QI, en colle, n'hésitez pas à interpréter un maximum d'électrocardiogrammes pour progresser. Bon courage!